On va accueillir maintenant un autre invité de marque que je pense vous connaissez aussi tous. Il est l'ancien ministre français de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Il est avant tout un philosophe. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Luc Ferry, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On stage. Et ça n'est rien d'autre que le président de Tous Unis pour l'Enfance, Antonio Di Florio, qui va faire le modérateur entre Luc et Luc. Voilà. Luc, vous pouvez vous mettre là. Je crois que je vais vous prendre l'autre micro. Hop. Voilà le micro de Luc. Voilà ton micro, Antonio. Enjoy. Merci, mon ami. Bravo, Fanny. Hein. Super. Merci, Luc, d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, Luc, tu es aussi notre ambassadeur. Merci de ta présence. Je t'en prie. Alors, un peu d'indulgence, c'est la première fois que je me donne à cet exercice. Et je veux dire, pour la petite anecdote, c'est que Luc m'a gentiment demandé de modérer cette discussion. Et quand il a mis la thématique, donc la singularité de l'amour des enfants, et il m'a dit thématique qui est controverse, on va dire qui oppose Milan Kundera et Hans Jonas, tu m'as directement mis dans le rouge. Donc j'ai essayé de me préparer au mieux, mais je pense que tu feras très bien tout ça. Avant peut-être d'élaborer en fait les propos, on va dire les positions de ces deux philosophes, quelle est pour toi la définition de la singularité de l'amour des enfants? Je suis parti d'une analyse historique. Vous savez, les grands historiens du Moyen-Âge ont montré une chose qui est très surprenante pour nous, c'est qu'au Moyen-Âge, globalement, on n'aime pas les enfants. La mort d'un enfant est moins grave que la mort d'un cochon ou du cheval. L'histoire du petit Pousset est une histoire vraie, c'est-à-dire l'abandon des enfants. Ce que les historiens ont montré, c'est que, par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle en France, 30% des enfants sont abandonnés. Donc on a un rapport à l'enfance qui a complètement changé avec l'invention du mariage d'amour. Le mariage d'amour, en gros, c'est l'histoire du XIXe siècle. Et quand on invente le mariage d'amour, on va fonder la famille moderne sur le sentiment amoureux, sur la passion amoureuse. Aujourd'hui, plus personne n'est dans le mariage arrangé en Europe. Dans le reste du monde, c'est très différent. Mais dans la vieille Europe, en Occident, on se marie par amour, mais pour l'amour. Et du coup, on va développer un amour des enfants qui n'existait pas dans les temps anciens. Et on va se mettre à adorer littéralement nos enfants. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais c'est quand même pratiquement, oui, ce sont les exceptions. Normalement, on va découvrir quelque chose d'assez étonnant, et quand on a des enfants, tous les parents le savent, ces petits êtres, ils ont beau être tout petits, ils vous arrachent des sentiments qu'on ne connaissait pas avant de les avoir vus. C'est-à-dire qu'on a beau avoir aimé ses frères et sœurs, ses parents, ses maris, ses femmes, ses épouses, ses maîtresses, tout ce que vous voudrez, ça n'a rien à voir. Ces petites choses dès l'âge d'un mois et demi, mais même pas au bout de 48 heures, même pas au bout de 2 heures, quand on vous le pose dans le bras, ces petits êtres vous arrachent des sentiments qui ressemblent exactement à ce que les chrétiens appellent agapé, c'est un amour absolument gratuit et non réciproque. Et il ressemble à rien d'autre. Et du coup, on va avoir vis-à-vis de ces enfants à la fois un amour qui est d'une singularité totale et une responsabilité qui n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir vis-à-vis des adultes. Et quand il y a un assassinat d'enfants, un meurtre d'enfants comme ça a été le cas cette semaine à Paris, enfin en France, en l'occurrence à Annecy, avec un bébé de 22 mois qui a été poignardé dans son berceau, on ressent pas du tout la même chose que si c'était un adulte. Un adulte, ce serait horrible aussi. Mais pour un bébé, on se dit, mais c'est pas possible. On n'a même pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Demandez-vous pourquoi, encore une fois, parce que ces petits êtres nous arrachent des sentiments qui sont pendant longtemps non réciproques. Je veux dire par là que, par exemple, quand on est marié, moi je suis marié, bon, voilà, j'aime ma femme, je l'adore, mais je lui demande aussi que ce soit réciproque, sinon je serais masochiste. Si elle me détestait et que je l'aimais, je me barrerais ou elle se barrerait. Bon. Tandis qu'avec les enfants, pendant longtemps, quand ils sont tout petits en particulier, on les aime, si je puis dire, à fond perdu, on les aime d'un amour qui n'est pas réciproque pendant longtemps.
Et puis après, évidemment, ils nous le rendent, on adore ça. Mais c'est vrai qu'on a un amour qui est très particulier et qui n'est pas réciproque pendant un certain temps, alors qu'évidemment, entre adultes, on est dans une situation où la réciprocité est quand même le minimum, si je puis dire. Voilà. Et donc, c'est un amour très particulier. Et si on veut être optimiste par rapport au Moyen-Âge, on a quand même considérablement progressé, même si, évidemment, on a aujourd'hui besoin de cette protection de l'enfance. Il faut vraiment la développer. Et ce que vous faites est formidable de ce point de vue-là, parce qu'on ne supporte plus du tout ce qui peut arriver de mal à la maltraitance des enfants est quelque chose qui est devenu pour nous absolument insupportable. Donc heureusement que le mariage d'amour en fait a permis de remettre au centre de la famille l'enfant en fait et ces sentiments-là. Exactement. Et en fait, encore une fois, cet amour que nous éprouvons pour les enfants, il est tout à fait inséparable de la naissance en Europe, hein, et puis après dans l'Occident, du mariage d'amour et de la famille moderne. On se marie par amour, mais pour l'amour. L'amour est transitif, c'est-à-dire quand on aime sa femme ou son mari, ce qu'on va fabriquer ensemble, si je puis dire, à savoir un enfant, quand tout se passe bien, eh ben, on va l'aimer aussi, et donc on se marie par et pour l'amour. Encore une fois, au Moyen-Âge, c'est assez fascinant. Si vous regardez les livres des historiens du Moyen-Âge, les grands médiévistes, comme par exemple Jean-Louis Flandrin, c'est très intéressant. On voit que non seulement l'abandon d'enfants, 30% des enfants, comme je vous disais, sont abandonnés jusqu'au XVIIIe siècle, même pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi on trouve dans les homélies des prêtres, dans les sermons des prêtres, on trouve constamment cette admonestation faite aux pères de famille: ne dormez pas avec les nouveau-nés. Parce que le moyen de mettre à mort les nouveau-nés, c'est de dormir avec eux. Moi, je viens de la campagne. À la campagne, quand la truie met bas, quand elle a les petits porcelets, on les retire immédiatement parce qu'elle se vautre dessus, elle les écrase. Bon, là, c'est le père de famille qui joue le rôle de la truie. Et donc, il y a la mortalité des enfants, la mortalité provoquée pendant tout au long du Moyen-Âge, elle est extraordinairement profonde. J'ai écrit un livre sur la naissance du mariage d'amour, où je cite le cas d'un garde champêtre, ce qu'on appelle en France un garde champêtre, c'est-à-dire celui qui s'occupe au fond de tout ce dont on doit s'occuper dans un village. Il dit qu'il récupère les enfants qui sont abandonnés, on est au XVIe siècle, et il dit voilà, chaque jour je mets dans ma hotte des nouveau-nés abandonnés, je les dépose d'un coup d'épaule sur le pas de l'église, parce qu'on les dépose au prêtre qui va en principe s'en occuper, et il dit chaque fois il y a 2 ou 3 petits morts, tout le monde s'en fout, ça n'a aucune importance. Donc on a, parce que dans une famille pauvre, le premier, c'est important, c'est pour le lignage, c'est la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné. Le deuxième, c'est une roue de secours. Le troisième, dans une famille pauvre de paysans au Moyen-Âge, c'est une catastrophe. Et donc, on l'abandonne ou on le met à mort, plus ou moins gentiment. Et c'est vrai que la naissance de la famille moderne, fondée sur l'amour, va complètement changer les choses. Et aujourd'hui, on ne supporte plus la maltraitance des enfants. Malheureusement, elle existe toujours, hélas, mais on la supporte de moins en moins, et on la supporte moins, si je puis dire, la maltraitance des adultes. Et heureusement, c'est une bonne nouvelle. Je confirme. Il y en a peu, mais bon, il faut bien en profiter de temps en temps. Quelle est cette réciprocité donc avec l'amour quelle est cette réciprocité de l'amour en fait qu'un parent peut avoir pour son enfant et au final l'amour que l'enfant peut avoir avec ses parents? Alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez, ce serait trop long à développer, mais il y a, il y a au XIIe, XIIIe siècle, c'est au moment où l'Église va faire du mariage un sacrement. Avant, le mariage n'était pas un sacrement, c'était un contrat de droit privé. Vous avez une floraison d'ouvrages, notamment ceux de Chrétien de Troyes, ce qu'on appelle l'amour courtois, qui vont développer toute une philosophie de l'amour-passion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir un immense débat XIIe, XIIIe siècle, qu'on retrouvera beaucoup plus tard encore, par exemple dans La Princesse de Clèves, qui est un livre absolument formidable, Madame de Lafayette. On va retrouver ce débat beaucoup plus tard. Est-ce que l'amour-passion peut résister à la vie conjugale, au mariage? Et on trouve déjà, dans le roman de la Rose, on est au XIIIe siècle, ce sera repris par Montaigne beaucoup plus tard, cette image que Montaigne reprend, où il dit « Le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors ont envie d'y entrer parce qu'il y a de la bouffe dedans, mais ceux qui sont à l'intérieur n'ont qu'une idée, en sortir. » Et donc pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que est-ce que l'amour-passion, est-ce que l'amour érotique peut résister
à cette cohabitation qu'impose la vie conjugale, qu'impose le mariage. Parce que Eros, c'est un type d'amour qui a besoin autant du manque de l'être aimé que de sa présence. C'est comme la faim et la soif. Si on n'avait pas soif, on n'aurait pas envie de boire. Si on n'avait pas faim, on n'aurait pas envie de manger. Si on n'avait pas une distance avec l'être aimé, on n'aurait pas envie de faire l'amour. Et donc Eros vit mal le mariage, cette espèce de cage, comme dit Montaigne, qu'est le mariage. Quel rapport avec l'amour des enfants? Pas pareil. L'amour des enfants n'est pas un amour érotique. C'est un amour qui est un amour, au fond, ce que les Grecs appellent philia et agapé. C'est un amour qui est total, qui est gratuit en un sens, mais qui est un amour qui, lui, au contraire, supporte très bien à la fois l'engagement éternel et la cohabitation. Et ce qui est très caractéristique de l'amour des enfants, c'est que ça ne s'arrête jamais. On divorce de sa femme ou de son mari, très souvent. On ne divorce pas de ses enfants. C'est très rare, et en tout cas, c'est vraiment quand ça se passe mal. Et nos enfants, ils restent nos bébés toute leur vie. Moi, j'ai une fille qui a 32 ans, c'est encore mon bébé, il n'y a rien à faire. Et moi, ma mère a 98 ans, elle me parle comme si j'avais 8 ans et demi, quand elle m'appelle au téléphone. Et donc, ça ne s'arrête jamais. On peut divorcer de sa femme ou de son mari, on se sépare, c'est la vie, mais on ne se sépare pas de ses enfants. Enfin, ça arrive, évidemment, je généralise un peu, mais c'est l'exception. Et au fond, cet amour des enfants, c'est un amour qui est à la fois gratuit, qui est désintéressé et qui est éternel. C'est très particulier, voilà. Mais il ne s'arrête pas. Et donc, ils nous le rendent, cet amour qu'on leur a donné. Et c'est vrai que, encore une fois, il reste. Tu verras, toi, je crois que tu as une fille qui a 4 ans, une autre qui a 7 ans, ou quelque chose comme ça. Mais tu verras, quand elles auront 40 ans, ce seront encore tes bébés. Je te confirme. Donc, tu es en train de dire que, en fait, cet amour, il évolue, mais en fait, il ne change pas. Non, il ne change pas, voilà. Et c'est vrai qu'au départ, les petits, vous vous souvenez, pour les parents qui sont dans la salle, ils commencent à nous rendre l'amour quand ils ont en gros 2 mois. C'est à peu près à ce moment-là, enfin c'est un peu variable, mais c'est à peu près à ce moment-là qu'ils commencent à, quand on les jette un peu sur le lit comme ça, puis qu'on rigole avec eux, qu'on dit coucou, c'est à ce moment-là qu'ils nous font les grands sourires et puis les petits rires de gorge. Et là, on fond, évidemment, on devient complètement gâteux, mais c'est autour de 2 mois. Mais avant, pendant les 2 mois qui précèdent, on s'en occupe, si je puis dire, à fond perdu. C'est quand même des toutes petites choses. Et puis on va s'occuper d'eux comme ça, de manière, si je puis dire, non réciproque, un amour à fond perdu, si je puis dire, dans un seul sens. Et bien après, quand on va aller les chercher à l'école, tu connais ça comme moi, quand on arrive on est là à attendre la fin de la classe, bon, puis on rentre un peu dans la cour de l'école, puis on les voit arriver du fond de la classe avec les petits bras levés, papa, il hurle ça, ou maman, il hurle ça, bon. Et là, on commence à voir que cet amour devient réciproque et qu'il est à nul autre pareil. Il y a aucune... C'est pour ça que quand il y a des meurtres d'enfants, même si c'est évidemment pas le nôtre, on ne peut pas s'empêcher, même sans réfléchir, de se mettre à la place des parents et de se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir, et c'est irréversible, c'est pas réparable, hein. Moi, je pense à Mohamed Merah qui a tué cette petite fille dans une école juive, là, il y a une dizaine d'années. Il l'attrape par les cheveux, lui tire une balle dans la tête devant son père. Je me dis, mais on ne peut pas s'en remettre, c'est des choses, c'est pas vivable, voilà. Et ça nous touche évidemment pour les raisons que je viens d'essayer d'indiquer très rapidement, plus que si c'était le meurtre d'un adulte. C'est parce qu'on a une responsabilité. Et Kundera se moque dans un roman qui s'appelle La lenteur. Vous savez, il y a eu une famine en Somalie, c'était dans les années 90, et il se moque du fait que dans les images à la télévision, on ne voyait que des enfants, on s'intéressait qu'aux enfants, et Kundera se moque de ce jeunisme ou infantilisme où on est, voilà. Et en fait, je pense qu'il a tort. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Kundera, mais je pense qu'il a tort parce que c'est normal qu'on considère que dans des catastrophes humanitaires, les enfants sont les victimes absolues. Ils y sont pour rien. Leurs parents peuvent être engagés dans telle ou telle guerre, dans telle ou telle communauté religieuse, mais les petits n'y sont absolument pour rien. Donc on a une responsabilité vis-à-vis d'eux qui n'est pas la même que la responsabilité qu'on a pour les adultes. C'est pour ça que moi, j'admire ce que vous faites, et que, alors que je devrais être à Roland-Garros aujourd'hui, je suis venu chez vous. On est honoré. Oui, vous pouvez l'applaudir, en effet. Je rigole évidemment, mais c'est vrai. Mais il y avait quelque chose, en fait, pour que ce fameux Kundera, ce philosophe, en fait, ait une position, on va dire, aussi écartée vis-à-vis de l'amour de l'enfant ou de l'importance de l'enfant. Et puis c'était hyper intéressant parce qu'hier, tu m'expliquais qu'il y avait un facteur, en fait, qui définissait le fait qu'il n'ait peut-être pas découvert
cet élément-là pour une chose très simple. Quand on n'a pas d'enfants soi-même, c'est très difficile d'imaginer ce que c'est que l'amour des enfants. Quand on s'occupe des vieillards, on peut avoir un peu un sentiment analogue parce que d'une certaine manière, on s'occupe aussi de gens sans réciprocité et qui sont fragiles et qui ont perdu au fond, on dit très bien, ils retombent en enfance. D'une certaine manière. Bon. Mais sinon, quand on n'a pas soi-même des enfants, moi je me souviens très bien que j'ai adopté ma fille, elle a 32 ans, donc je l'ai adoptée il y a 32 ans, elle avait 15 jours, à Bogota, en Colombie, et je me souviens quand on m'a posé ce bébé dans les bras, mais c'est pas une blague, au bout de 10 minutes, ma vie était bouleversée, elle était changée définitivement. Toute la hiérarchie des valeurs avait changé. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer avant. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beau avoir aimé énormément. Moi, j'ai passé ma vie à aimer des gens. Bon, mais ces petites choses-là vous arrachent des sentiments qui sont très... On vous pose un bébé dans les bras, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez on est totalement responsable d'un seul coup, et quand il vous sourit pour la première fois, mais on est gâteux de chez gâteux. Enfin, moi, je pense que j'évoque un sentiment que tous les parents qui sont dans la salle. C'est pour ça que c'est très, très... Moi, je me suis beaucoup occupé, quand j'étais ministre de l'Éducation, ce qu'on appelle... Enfin, je ne vais pas donner les noms français, ça n'a aucune importance, mais les classes qui scolarisent les enfants handicapés dans des classes, entre guillemets, normales. Et moi, contrairement à Zemmour, je suis absolument pour qu'on scolarise, qu'on intègre des enfants handicapés, même très gravement handicapés, dans des classes normales. D'abord parce que je trouve que c'est une école d'éducation civique pour les autres. Ça leur apprend beaucoup de choses. Et puis, c'est très bien pour ces enfants handicapés de se retrouver dans un environnement normal. Donc, j'ai multiplié par 10 le nombre de ce qu'on appelle les auxiliaires de vie scolaire en France, c'est-à-dire le nombre de ces jeunes, souvent des étudiants en psycho, par exemple, et qui vont s'occuper d'aider la maîtresse à intégrer les enfants dans les classes. Quand vous avez, par exemple, des enfants autistes, ça peut être compliqué pour un instit qui n'a pas fait de psycho. C'est compliqué, un enfant autiste, il peut devenir violent, d'un seul coup il se met à pousser des cris, il peut cracher par terre, je sais pas. Et donc voilà, j'avais multiplié par 10 le nombre d'étudiants, ce qu'on appelle encore une fois les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, qui permettent l'intégration dans des classes normales des enfants handicapés. Ça, je trouve ça, par exemple, extrêmement important, qu'on ne mette pas ces enfants à part, si je puis dire, qu'on ne les traite pas comme des parias. Voilà. Donc c'est des choses qu'on peut faire et que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans une vie ? C'est la responsabilité, je pense aussi, de nous tous, et c'est peut-être plus le propos donc, de l'autre philosophe, Jonas, que tu m'expliquais. Et bon, comme tu sais, à notre niveau, avec Tous Unis pour l'Enfance et les associations, on sensibilise, on essaie de mobiliser peut-être ce point de responsabilité de tout un chacun. Quel est le conseil que tu pourrais nous donner à nous tous, en fait, non seulement comme citoyens, comme parents, vis-à-vis de cette responsabilité en fait, qu'on a tous pour les enfants? Hans Jonas, qui est donc un philosophe allemand, qui a écrit un livre qui est devenu la Bible des écologistes dans toute l'Europe du Nord, et d'ailleurs en Suisse, les gens qui s'intéressent à l'écologie le connaissent. Il écrit un livre qui s'appelle Le principe responsabilité. Et il y a un petit chapitre, tout petit, il y a environ 5 pages, sur la responsabilité très particulière qu'on a vis-à-vis des enfants. Donc c'est un chapitre très intéressant, justement parce qu'il parle de cette non-réciprocité de l'amour qu'on a pour les enfants pendant un certain temps, quand ils sont tout petits en particulier. Bon, et en même temps, il explique pourquoi cette responsabilité, c'est en quelque sorte une responsabilité a priori, c'est immédiat, on n'a même pas besoin de réfléchir. Si vous voyez un enfant tomber, même si ce n'est pas le vôtre, vous le ramassez tout de suite, parce que l'enfant, il est en quelque sorte, dans les catastrophes humanitaires que j'évoquais tout à l'heure, il est la victime absolue, il est la victime a priori. Et donc dans la maltraitance des enfants, bon, on découvre... Je ne veux pas faire de politique politicienne, c'est absurde, puis c'est vraiment pas le lieu. Mais c'est vrai que dans l'après 68, en particulier en France, il y a eu une apologie de la pédophilie, par exemple. Il y a eu une apologie, il y a des livres qui sont... J'évoquais ça tout à l'heure avec des amis qui sont là dans la salle. Il y a par exemple un livre qui s'appelle « Coiré », et qui a été écrit par le patron du département de philosophie de l'université de Vincennes, René Scherrer, avec un écrivain très connu à l'époque, qui est mort du sida, le malheureux, qui s'appelle Guy Hocquinghem, et ils écrivent un livre qui s'appelle Coire. Coire, c'est un verbe latin qui donne coït, bon,
petite blague un peu débile, mais enfin c'est ça qu'ils avaient en tête. Et donc ils expliquent que le grand scandale de l'école, mais c'est pas une blague ce que je vous raconte, hein. J'ai lu le livre, je l'ai à la maison, je l'ai regardé de près. Ils expliquent que le grand scandale de l'école publique, c'est de ne pas autoriser la pédérastie. Et évidemment, ils citent Platon en disant, voilà, dans la Grèce ancienne, la pédérastie, c'est un rite obligatoire. On déteste l'homosexualité, mais on valorise, on sacralise la pédophilie ou la pédérastie, comme on dit en grec. Païdos, en grec, c'est simplement l'enfant. Hein, bon. Et donc, ils expliquent. Alors, dans le sillage de 68, il y a toute une série, par exemple, de pétitions pour défendre les auteurs d'actes de pédophilie. Moi, j'étais très ami avec mon collègue Olivier Duhamel. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris qu'il était pédophile. Mais c'était sidérant pour moi. Franchement, c'est inimaginable. Bon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une émission d'Apostrophe qui est devenue célèbre, où Denise Bombardier, elle pulvérise un écrivain très très connu qui faisait état dans ses livres de ses expériences pédophiles dans des pays étrangers. Bon. Et à l'époque, c'était considéré, dans le sillage de mai 68, c'était considéré comme, à la limite, une éducation des enfants à la sexualité. Et donc on a considérablement, aujourd'hui ça s'est complètement inversé, on a libérer l'homosexualité, ce que je crois très bien, tant mieux, mais en revanche la pédophilie est devenue un crime absolu et on a découvert l'ampleur de cette catastrophe dans l'Église, à certains égards dans l'éducation nationale, beaucoup moins que dans l'Église paradoxalement, mais aussi dans le sillage disons dans une certaine idéologie 68arde, je dis ça très objectivement, hein, c'est pas pour critiquer 68, mais où on voulait libérer la pédérastie, libérer la pédophilie, ce qui était complètement délirant d'une certaine manière. Bon. Et donc oui, cette responsabilité aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un vrai progrès, c'est-à-dire qu'on a pris conscience de la fragilité des enfants, notamment dans cette perspective de la sexualité infantile, et à quel point on a une responsabilité en termes de lutte contre la maltraitance. Ça me paraît, enfin, pour nous aujourd'hui ça paraît évident, mais encore faut-il, comme vous le faites, s'engager. Ça prend du temps et c'est pas rien. Je crois qu'on arrive à la fin de notre discussion. Luc, le mieux est l'ennemi du bien, comme disait ma grand-mère toujours. À titre personnel, je te remercie d'être aux côtés de Tous Unis pour l'Enfance dès le début. Ça va de soi. C'est une chance pour nous. Ce que tu fais est formidable, ce que vous faites est formidable, donc je suis absolument ravi d'être là. En plus, la Suisse est le pays que je préfère au monde, donc j'ai pas de difficulté à venir chez vous. Messieurs, dames, Luc Ferry. Pour votre patience. J'espère que vous avez apprécié notre accueil helvétique.